Je pourrais entendre les questions, je La question pense. marche parfaitement bien. On vous entend pas très bien, on vous entend très très bien. Très bien. OK. Alors, Est-ce que vous allez présenter quelque chose? Vous souhaitez oui, présenter oui, ça? tout à fait. Il faut que je partage. Bah, Alors, simplement pour essayer si ça fonctionne, si vous avez la main pour d'accord. s'assurer que tout fonctionne correctement. Je viens aussi de lancer Ah, sur c'est Facebook. Driss. Hein. Sidri, salam alaikum. Alaykoum salam, c'est Arji, ça va Sidi, vous allez bien? Oui, c'est Drev, comment ça va, coach Bekher? Ça va très bien, merci beaucoup. Alhamdulillah. Merci Khouya d'avoir répondu présent à ce webinaire. C'est Merci, un plaisir, c'est un grand plaisir. Allah يبارك فيك. habituel. Merci Surti Vous- d'être là aussi. Allah yabarak fik. Merci beaucoup, Sidri. Je vous remercie tous pour votre mobilisation. Bonjour madame, comment vas-tu? Est-ce que ce partage est correct? 5 minutes. Oui, c'est correct, il faut juste voilà, Voilà. tout à fait, c'est bon. Donc, je viens de lancer sur Facebook. Est-ce que, Achraf, tu peux vérifier s'il te plaît de ton côté? Est-ce que c'est visible? Je te donne la main. Oui, c'est visible. Ah, excellent, super. Arrêtez, on met animateur. Voilà. Achraf, tu as la main? Très bien. C'est Arji, vous pouvez aussi partager sur votre page Facebook si vous voulez. Alors, qu'est-ce que je partage? Le Euh, lien, le live sur Facebook. Alors, vous allez sur la page Club des dirigeants, Thierry Maroc, vous allez trouver le live. Et vous allez, est-ce que vous avez un compte Facebook d'abord? Oui, oui, oui. Oui. je l'ai, mais Ah, alors quand je vais sur la page du CDD, en direct, oui. en direct Exactement. et vous Alors, à mettez partager. partager. Partager ou la regarder comment ça Alors, s'appelle déjà? où est-ce que, Ah, qu'est-ce que je fais là? je ferai la même démarche avec vous tout de suite. Alors, si vous cliquez dessus, l'écran va apparaître en grand. Et en bas, vous allez avoir un bouton partager. Une flèche. Vous voyez ce que je suis en train de partager? Là, maintenant, moi, je vois pas. C'est Rossé, c'est vous qui m'avez envoyé ça. Il vous a rien envoyé. Là, je viens de recevoir de votre part un email. Ah, c'est possible. C'est un mail de rappel. D'accord. C'est automatique. Et donc, Facebook, Finra Mchi. Facebook, vous êtes sur la page Club des dirigeants Maroc. Oui, je suis dessus. Vous allez voir un truc comme ça. Ah, oui, Yak. Et là, vous avez le choix entre deux choses. Soit vous cliquez sur Hada, regardez la vidéo en groupe, oui. ou avec le bouton. Sinon, vous cliquez sur la vidéo, vous allez avoir un écran. Le live sur Facebook. Alors, vous allez sur la page Club des dirigeants. Une fois vous entrez là, je ne sais pas si vous parvenez à voir. Oui, oui, je vois. Donc, tu Vous me mets. voyez? Alors, en bas, vous avez partagé. Aïe, non. Si vous n'avez pas le même écran, regardez. Vous n'avez pas le même écran? Non, je n'ai pas le même Non. écran. Ah, là, je partage mon écran là. Là, vous Très le bien. voyez pas? La Là, bazar. là, on voit pas. Bizarre, parce que je suis en train de le partager avec vous. حيد له بارطاج الاول وعاد بارطاجي هذيك Ah, الثانيه d'accord. فوالا. Voilà. Alors, c'est là? لا c'est pas Là. alors vous tapez Club des Voilà. dirigeants, Là, voilà, c'est vous ça. avez partagé. Partagé. Partagez, c'est ça. Je le partage. Et partagez Alors, maintenant public. Partager maintenant public. Ouais. euh,
D'accord. Partager sur mon journal, d'accord. Exactement, voilà. Ok. Donc, sinon, je copie un lien ou je le Telegram là. Là, Oui, si copier vous voulez, oui. aussi. Voilà. Alors, Telegram. ما طلعش par contre la photo. لا معليش. ما طلعش la photo ديال معليش. Donc là, je repartage ça. Slide, voilà. Alors, Ok, c'est partagé. Afin, qu'est-ce que tu as des écouteurs? Je fais afin que tu passes un peu de gel. Si tu peux, s'il te plaît. Merci beaucoup. donc on démarre à 16h10. C'est l'argile, ça vous dérange pas? Le temps que vous vous C'est très préparez. bien. Bonjour, c'est Abdou Alaoui, c'est Ali Aqdout, Madame Hanan Tahiri, c'est Mohamed Fdel, Madame Mona Halim. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Zoom. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager autour de vous. Comment moi je vois le. Attends, là il faut que je vois la salle. Alors, en partageant votre écran, malheureusement, vous ne pourrez pas voir les participants. Il faudrait arrêter le partage, comme ça vous revenez à la version. Mais je me chargerai de vous transmettre les questions. Enfin, ça dépend. C'est à votre guise. Vous aimez, J'aimerais bien vous aimeriez recevoir les questions, effectivement, oui. au fur et à mesure ou vous préférez qu'on garde les questions à la fin? À la fin. À la fin? À la fin, ça serait bien. Très bien. Donc, je rappelle nos chers auditeurs qu'il leur est possible de partager avec nous leurs questions en utilisant le volet Q et R en bas à gauche de leurs écrans. Sinon, en notant leurs commentaires, je préfère les avoir sur la partie réservée à la conversation. Donc, vous avez aussi un onglet converser. Donc, j'aimerais qu'on le garde uniquement pour les commentaires. Et puis les questions, j'aimerais les avoir sur le volet QR, comme ça on respecte l'ordre d'arrivée des questions. Les personnes qui nous suivent déjà sur Facebook, marhaba bikoum. Donc, si vous avez des questions, elles seront aussi transmises à M. Arji au fur et à mesure, donc, et certainement vers la fin de sa présentation. Je vous invite à les noter sur la partie réservée aux commentaires. Donc, bonjour à tous et à tous. Heureux de vous retrouver cette journée encore une fois pour une thématique assez spéciale où nous accueillons M. Arji Abdelaziz, qui est expert comptable et commissaire aux comptes. Et il dispose d'une double culture fiscale et juridique européenne, mais aussi marocaine, ce qui lui permet d'accompagner ses clients au Maroc et de les conseiller en faisant référence à un background international. Alors, c'est Abdelaziz Larji il est président de la commission juridique et fiscale de la Chambre française de commerce et de l'industrie, mais il est également chef d'entreprise et dirige Eurodéfi, spécialisé dans la fiscalité offshoring, et qui va nous parler aujourd'hui j'ai
perdu ma fiche. Il va donc nous parler aujourd'hui des effets des prix de transfert du Covid-19 sur les filiales de multinationales installées au Maroc. Je m'excuse un peu pour cette... Donc, Si Abdelaziz, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'abord d'accepter de partager avec nous une bonne partie de votre savoir-faire. La parole est à vous. Merci, Cheikh Ashraf Alaoui. Je tiens à remercier le club de dirigeants. J'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Très bien. Donc, je suis ravi de participer aujourd'hui à l'élan du club du dirigeant, ce club que nous aimons beaucoup, qui fait beaucoup de bien, aussi bien pour les entrepreneurs que nous sommes que pour le Maroc. Et je dirais même qu'il a une aura à l'international, puisque plusieurs antennes sont ouvertes en Europe, en Afrique, aux États-Unis, etc. Et donc, ce n'est qu'un début, c'est une organisation très jeune, donc animée par des gens qui ont un sens patriote très fort et qui essayent de fédérer les chefs d'entreprise et de partager le savoir. Je tiens juste à corriger quelque chose. Donc, en fait, moi, je viens de terminer mon mandat de président de la commission juridique et fiscale à la Chambre de commerce française et j'ai entamé un mandat pour piloter la commission appui aux entreprises à la Chambre de commerce française. Donc, ça, c'est une première correction. Pour la deuxième, mon métier dans le privé, dans la vie, c'est expert comptable commissaire aux comptes. Je dirige le cabinet Eurodéfi, j'en suis le fondateur et je suis donc associé au cabinet avec d'autres associés experts comptables. Et aujourd'hui, je suis amené à parler d'un sujet très très important qui est le prix des transferts. Donc en fait, on en parle beaucoup, des prix de transfert, on ne sait pas ce que ça recouvre. Et il est intéressant à travers cette séance de découvrir les prix de transfert, de connaître leur utilité, les contraintes que ça pose et surtout les effets du Covid-19 sur les prix de transfert. Alors, la légitimité pour parler du prix du transfert, je voudrais la partager avec vous en fait en parlant de ce que je sais faire. Le cabinet Eurodéfi, il est fondé au Maroc depuis 2000, exactement 2000. Et donc, en fait, notre orientation, dès le départ, c'était l'assistance essentiellement des multinationales qui s'installent au Maroc, des petites, moyennes et grandes entreprises qui s'installent au Maroc. Donc, on les accompagne depuis la naissance de l'idée, l'étude de faisabilité. Et puis, on les accompagne dans tout le process de leur installation complet, donc business plan, création de la société juridique. Après, on fait les reporting, on les assiste dans la paye, dans le conseil, etc. Et pour un certain nombre aussi, on assure l'audit et le commissariat aux comptes. Et donc, de ce fait, aussi bien dans le métier de l'accompagnement qui est l'expertise comptable que dans l'audit, ça nous amène donc à connaître plusieurs métiers, plusieurs activités et des activités qui relèvent des lois de plusieurs pays, donc aussi bien local qu'international. Et donc, en fait, cette expertise, nous l'avons acquise avec l'expérience pour savoir quelles sont les contraintes qui s'imposent à ces multinationales quand elles s'installent au Maroc, mais aussi aux conséquences de leur stratégie et de leurs actions à l'international. Alors, pour parler de cette notion de prix de transfert, il faut savoir que le Maroc vit dans un monde ouvert. Donc, on a choisi depuis l'indépendance donc la mondialisation. Donc, en fait, on est ouvert sur tous les pays du monde. Et de ce fait, on a signé un certain nombre d'accords internationaux. Et ces accords internationaux, ils ont des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages, c'est que on peut commercer avec des pays
selon des règles qui sont établies à l'international. Mais il y a aussi ces accords que nous signons, ils nous imposent des contraintes. Et donc ces contraintes, elles ont des conséquences sur l'information financière que nous produisons. Donc en fait, aujourd'hui, pour vous donner une idée, la création de l'entreprise était facile, était très très facile au Maroc. Donc en fait, on avait essentiellement les contraintes de création de la société. Donc en fait, obtention du certificat négatif, rédaction des statuts, dépôt impôts, dépôt au tribunal de commerce, à la CNSS. Aujourd'hui, je pense que le plus difficile, ce n'est plus la création de la société, mais l'accompagnement de la multinationale ou de la société qui s'installe au Maroc au niveau de la banque. Et donc, ça prend énormément de temps. Et on s'est aperçu que ça coûte plus cher l'accompagnement de la société pour ouvrir des comptes bancaires, coûte plus cher en termes de temps et en termes d'énergie que la création de la société en elle-même. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, le Maroc, en adhérant à un certain nombre de conventions, se trouve à devoir, par exemple, vis-à-vis des États-Unis, à répondre à un certain nombre de contraintes. Donc, si parmi les associés, qu'ils soient des personnes physiques ou des sociétés, nous avons des Américains, ben vous avez, par exemple, certaines banques au Maroc qui refusent d'ouvrir les comptes tout simplement aux Américains. Et vous en avez d'autres qui acceptent, nous, sous condition. Sous condition, c'est vraiment d'avoir une traçabilité de tous les documents que vous allez leur donner, des personnes, etc., qu'elles s'assurent que c'est des personnes qui peuvent être, comment dire, compliant. Et surtout, la banque devra en fin d'année faire un reporting obligatoirement qu'elle va adresser aux autorités américaines sur toutes les sociétés et toutes les personnes qui figurent dans le capital de la société qui va s'installer au Maroc. Et donc, ces reportings-là, ce sont des reportings qui sont déjà difficiles à mettre en place par les banques et qui vont être de plus en plus comment dire, étoffés. Et les banques ont peur de ne pas être assez vigilantes pour fournir toute l'information qu'il faut à ces autorités américaines concernant ces personnes-là. Donc, les informations qu'elles doivent fournir, ce sont des informations sur leur patrimoine, sur les bénéfices qu'ils font, sur leurs relations commerciales et que sais-je, parce que c'est juste ce qu'on entend, mais dans les statistiques bancaires, il peut y avoir d'autres informations que nous pouvons ignorer. Vous avez aussi un certain nombre de documents que vous remplissez pour dire, par exemple, que la société qui s'installe n'a pas de relation avec des pays qui sont entre guillemets visés par un focus très très important des autorités internationales. Par exemple, quand vous avez un pays qui a des relations avec l'Iran, par exemple, ou avec la Syrie, eh bien, ce sont encore des documents à fournir, voire des refus de certaines banques pour ouvrir le compte. Et c'est pour cela que les premières banques qui ont commencé à faire ça, ce sont les banques étrangères qui sont installées au Maroc, essentiellement des banques européennes, hein, pour ne pas les citer. Et puis, on avait trouvé une certaine souplesse avec les banques marocaines, ce qui fait qu'il y a beaucoup de comptes qui ont migré de ces banques européennes vers les banques locales. Et maintenant, on s'aperçoit que les banques locales aussi sont rattrapées par cette compliance et exigent elles aussi les mêmes contraintes, les mêmes documents, W9, W7, FATCA, etc., que nous sommes obligés de remplir, de pré-remplir pour nos clients. Donc nous-mêmes, on a un devoir de conseil et on doit être très vigilant quand on remplit ces documents parce que normalement, on doit les remplir correctement et les donner à signer par le client. Le client doit bien sûr ne pas uniquement signer comme d'habitude, lui donner juste un formulaire parce qu'il y a plein de cases à remplir. Et donc, en fait, ce sont des contraintes importantes. Donc, en fait, c'est pour un petit peu dresser le tableau et vous dire les contraintes que nous rencontrons quand on adhère à ces conventions internationales.
Alors, ces contraintes donc, visent à s'assurer que les interlocuteurs qui sont les associés ou les actionnaires de cette société sont des gens qui font du commerce de manière tout à fait légale. Et il faut s'assurer aussi que ces sociétés-là font du commerce, ce qu'on appelle un commerce propre et un commerce équitable sur un plan fiscal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a constaté qu'un certain nombre de sociétés qui s'établissent dans des pays qu'on appelle des pays, des paradis fiscaux ou des pays à fiscalité modérée, eh ben, se comportent comme des cow-boys dans la mesure où ils ne payent pas l'impôt qu'il faut qu'ils payent dans les pays là où il faut qu'ils le payent. Et donc, pour illustrer ça, je vous ai fait un tableau dans lequel on va essayer d'estimer, et donc c'est tiré d'une étude, qui a été faite par un cabinet international, qui voit, par exemple, pour prendre le cas de la France, les GAFAM, qui sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, donc les plus grandes. Hein. Il y a aussi, on peut rajouter aujourd'hui Alibaba, on peut rajouter un certain nombre de sociétés importantes. Donc, en fait, ces GAFAM, elles ont payé, par exemple, en 2011, 22 fois moins que qu'elles auraient payé si leurs activités de production étaient localisées et taxées en France. Donc, vous vous rendez compte, 22 fois moins d'impôts qu'elles auraient dû payer en France, et sachant qu'elles tirent le revenu de la France, c'est ça le problème. Elles tirent le revenu de la France, et elles ne paient pas l'impôt en France. Donc, le fait de se mettre dans un pays, dans un paradis fiscal, ça leur permet de tirer le bénéfice de la France, mais ils ne payent pas leur impôt en France. Eh bien, ça pourrait être la même chose. Une multinationale qui s'installe au Maroc va tirer ses revenus du Maroc, mais ne va pas forcément payer l'impôt qu'il faut au Maroc, en utilisant un certain nombre de subterfuges que nous allons voir ensemble. Donc, pour prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de Google. Il déclare 138 millions d'euros en France, d'accord? Chiffre d'affaires estimé réalisé en France, il a déclaré 138 millions, alors que dans le chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé en France, en fait, c'est 1,4 milliard d'euros. Et il n'a déclaré que 138 millions d'euros. Et il a payé en France un IS, un impôt sur les sociétés, de 5,5 millions d'euros, alors que avec un chiffre d'affaires qu'il a réalisé de 1,4 milliard, il aurait dû payer 170 millions d'euros. Et donc, on peut voir les différentes sociétés, les différents mastodontes ici qui sont là, ils ont pratiquement fait la même chose. Et au total, ils ont déclaré 22 fois moins d'impôts sur les sociétés qu'ils auraient dû payer. Donc, il n'y a pas d'études fiables sur le Maroc, mais on pourrait s'amuser à le faire. Et d'ailleurs, un certain nombre de sociétés qui opèrent au Maroc, et en fait, parce que aujourd'hui, quand vous rentrez, par exemple, sur YouTube, sur Google ou sur Facebook, vous trouvez que les Marocains sont des grands consommateurs de ces réseaux sociaux. Et donc, ces réseaux sociaux, ils vivent de quoi? Ils vivent de la publicité, générée également de sources marocaines. Et donc, en fait, ces revenus sont tirés du Maroc, mais ils ne sont pas imposés au Maroc. Et donc, l'administration fiscale a envisagé, et d'ailleurs, il y a une discussion qui a été initiée pour essayer de voir comment le Maroc pourrait aussi se rattraper par rapport à ce manque à gagner auprès de ces multinationales. Alors, pour illustrer ce phénomène des prix de transfert, il faut savoir que vous avez la société qui va s'installer au Maroc, d'accord? Ça peut être soit une société de service ou une société de production, donc une usine. Et vous avez la maison mère. Donc la maison mère qui est
qui est le siège social officiel du groupe. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des relations commerciales et des flux financiers entre la maison mère et ses filiales qui vont se trouver dans différents pays. Donc là, dans cette illustration schématique, nous avons une société de services du groupe qui va s'occuper de tout ce qui est services qu'ils vont faire au groupe, services financiers, services marketing. Et vous avez à droite la société de production du groupe, ça sera l'usine, qui va être localisée dans un ou deux pays, qui généralement, là où se trouve une main-d'œuvre qui n'est pas très chère, où il y a une fiscalité qui est très avantageuse. Vous avez une société de distribution, donc qui va commercialiser les produits, d'accord? Société de commercialisation de services et commercialisation de produits. Et donc, en fait, ces sociétés-là, toutes ces sociétés-là vont faire remonter vers la maison mère qui se trouve en tête un certain nombre de sommes d'argent qui vont être soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rémunération, de services, ce qu'on appelle les management fees, qui vont comprendre des services administratifs du groupe, des services marketing, des services d'assistance technique et que sais-je. Maintenant, il y a aussi des marchandises qui vont transiter. Des marchandises qui vont transiter et pour optimiser la fiscalité, le groupe va essayer de générer la marge, le bénéfice, là où la fiscalité va être la mieux taxée, la moins taxée. Et de ce fait, par exemple, on va vendre très cher les produits à la filiale, d'accord, ce qui fait que ça génère une marge importante au niveau de la maison mère, puisque c'est un chiffre d'affaires pour elle, c'est donc la société qui vend. Ou bien on va au contraire vendre le produit pas très cher à la filiale, mais ça lui permet de générer une grosse marge localement, et comme il n'y a pas d'impôt dans le pays dans lequel cette vente a eu lieu, on va avoir un bénéfice qui n'a pas subi beaucoup d'impôts. Et ça permettra de remonter des dividendes donc vers la maison mère, ce qui permettra en fait de maximiser le bénéfice. Alors, dans cette illustration, je vais prendre l'exemple de deux pays à fiscalité égale. J'ai pris par exemple dans une situation tout à fait normale. Quel schéma on aurait? On aura la France et l'Allemagne, qui sont deux pays dans lesquels nous avons une fiscalité qui est assez importante. Nous avons en France un taux d'IS qui est à 35%, c'est 33% plus quelques 33,5 plus, on arrive à une moyenne de 35 et c'est ce qu'on a aussi en Allemagne. Mais de toute façon, pour l'exemple, nous allons prendre des taux qui sont les mêmes, 35% d'IS en France et 35% d'IS en Allemagne. Donc, si nous avons un coût de production en France qui est égal à 10. Donc, nous avons une marchandise qui va coûter 10 en France. Nous allons l'expédier en Allemagne pour être vendu. L'Allemagne va engager un coût de distribution de 10. Et nous allons la vendre sur le marché allemand à 30. Donc, le prix de vente, il va être à 30. Le coût de revient est égal à 10 plus 10, donc 20. Le bénéfice, c'est 30 moins 20, ça fait 10. Donc, nous allons avoir un IS de 35% fois 10. Ça nous fait 3,5. Et donc, en fait, avec ce commerce entre deux pays qui ont une fiscalité tous les deux qui est importante, le groupe, finalement, il va gagner, sur un prix de vente de 30, il va gagner 3,5. Et c'est de là que l'ingénierie fiscale va entrer en jeu. Et cette multinationale qui travaille entre la France et l'Allemagne, il va se poser la question, est-ce que je peux diminuer
cet impôt sur les sociétés? Est-ce que je peux augmenter mon bénéfice net? Comment je vais faire? Donc, en fait, c'est ce que nous allons voir dans l'exemple suivant. Eh bien, tout simplement, on va intercaler entre les deux pays qui sont à forte fiscalité, on va intercaler un pays avec une fiscalité modérée. Et là, pour rester dans l'Europe, pour vous montrer aussi que en Europe, on peut avoir de l'optimisation qui peut se faire. Il n'est pas nécessaire d'aller au Maroc ou d'aller dans un pays, je dirais, à fiscalité très, très, très modérée, et même aller peut-être dans un paradis fiscal. Donc, même en Europe, ça peut se faire. On va intercaler la Suisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un coût de production en France de 9,5. Donc, on va avoir un profit de 0,5 puisque sur la France. Et on va faire passer le produit par la Suisse, d'accord, où on le vend à la Suisse à 10. Donc, la France réalise un profit de 0,5 et la Suisse va ajouter un coût de coordination, donc puisque la Suisse ne va rien ajouter finalement, elle ne va rien ajouter, elle va ajouter, je dirais, pour justifier le passage par la Suisse, elle va ajouter 1. Elle va ajouter 1 euro pour justifier le passage par la Suisse. Et donc, en fait, elle va vendre le produit à l'Allemagne à 20, ce qui fait que l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajouter un coût de distribution et elle va elle-même réaliser 0,5. Donc, on va avoir un profit de 0,5 en France qui va être taxé à 35% et un bénéfice de 0,5 en Allemagne qui va être taxé à 0,5. Et donc, en fait, le prix de vente étant toujours égal à 30, le bénéfice, il sera de 0,5 en France, 9 en Suisse et 0,5 en Allemagne. Ce qui fait que nous allons avoir un bénéfice de 10. Donc, en fait, au bout du compte, on va avoir un IS en faisant cette optimisation, en passant par la Suisse, on va avoir un IS qui est égal à 1,07 au lieu de 3,5 quand on avait fait un circuit tout à fait classique. Donc ça, ce sont les techniques qui permettent aux grandes entreprises multinationales d'optimiser leurs bénéfices. Alors, pour la petite histoire, si vous faites par exemple une étude sur la plupart des sociétés qui sont installées un peu partout, par exemple, surtout dans la région MENA, on va s'apercevoir en fait que dans toute la partie européenne, africaine, etc., la plupart des sièges de ces sociétés-là, il est où? Il est généralement au Luxembourg. Pourquoi? Parce que le Luxembourg est en Europe, donc en fait, il n'y a pas beaucoup de suspicion pour ce pays, mais comme il avantage énormément un certain nombre de sociétés à travers sa fiscalité, la plupart des sièges sociaux sont au Luxembourg. Et puis après, vous en aurez d'autres mais qui sont un petit peu moins bien vus, qui vont être par exemple à Dubaï ou qui vont être à Hong Kong ou dans d'autres pays exotiques. Et donc en fait, suite à ce constat, suite au fait que ces grandes sociétés-là recourent à des stratégies fiscales, à des subterfuges pour cacher leurs bénéfices et pour payer moins d'impôts, on a institué un organisme international qui s'appelle qui n'est autre que l'OCDE. L'OCDE qui est un petit peu le gendarme en matière de concurrence pour réguler ça. Et l'OCDE, donc, à travers son article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, donc il parle de ce qu'on appelle le principe de pleine concurrence. Et donc, lorsque deux entreprises associées sont dans leurs relations commerciales ou financières liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisées par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Donc, en fait, c'est une rédaction qui est juridique et qu'il faut un petit peu expliciter. Ça veut dire tout simplement que les prix que doit pratiquer une filiale d'une multinationale dans un pays doit être un prix, ce qu'on appelle un prix de marché, donc un prix de pleine concurrence, pour que ça soit un prix équitable. Donc ça, c'est le premier principe qui doit être posé, c'est le prix de pleine concurrence. Alors, quand on parle de prix, qu'est-ce que ça recouvre? Alors, quand on parle de prix, ça peut recouvrer un prix de service comme un prix de marchandise. Donc, dans les prix de service, vous avez les facturations qui sont faites, les facturations de management fees dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez qui se composent en frais administratifs. Ça comprend aussi les frais de licence, l'utilisation du nom, les frais de marketing, les frais de comptabilité, de gestion administrative de paye et de ressources humaines, etc., qui sont facturés par la maison mère. Vous avez aussi des frais de service d'assistance technique. Donc, en fait, ce sont des termes aussi qu'on retrouve chez nous à l'Office d'échange. Vous avez l'assistance technique continue, l'assistance technique ponctuelle, etc. Et donc, ce sont des termes de ces flux financiers de services qu'on retrouve. On trouve aussi les termes de redevance et qui sont inscrits dans les conventions, par exemple, internationales de non-double imposition. Et à côté de tous ces services-là, vous avez les marchandises. Vous avez les flux de marchandises. Donc, ça peut être des produits de la matière première, ça peut être des produits finis. Et donc, en fait, justement pour faire échec à ce jeu de fixation des prix qui peuvent avantager une entreprise ou un pays vis-à-vis d'un autre, eh ben, on essaye de réguler ça. Et donc, c'est pour ça que je disais que l'OCDE a défini ce qu'on appelle le prix de pleine concurrence pour que aussi bien la maison mère que la filiale fixent entre elles des prix qui vont être des prix équitables pour que l'administration fiscale du pays hôte puisse collecter un impôt en fonction d'une équité qui découlerait du marché de pleine concurrence. Alors, les prix de transfert servent deux objectifs qui sont antinomiques. Premièrement, assurer l'adéquation avec le principe de pleine concurrence et mesurer la performance. Parce que vous avez deux pôles qui se battent dans une entreprise. Vous avez celui qui va être le fiscaliste, qui dit attention, si on est contrôlé, l'administration fiscale risque de nous redresser et donc sur les prix que nous pratiquons. Et donc, il y aurait un coût pour l'entreprise, mais vous avez aussi le contrôleur de gestion qui va dire, moi, j'ai besoin de maximiser la performance opérationnelle. Et donc, en fait, chacun va tirer de son côté parce qu'il ne suffit pas de dire, par exemple, pour une filiale qui est un centre de coût, je vous donne l'exemple, je prends par exemple une société, un centre d'appel, par exemple installé au Maroc, on ne va pas dire à ce centre d'appel, de toute façon, vous allez travailler et on va couvrir toutes vos charges. C'est-à-dire que pour la même production et pour la même qualité, la même production, vous pouvez embaucher 500 personnes ou 1000 personnes. De toute façon, si vous embauchez 1000 personnes, donc nous, à la fin du mois, vous allez nous faire une facture pour 1000 personnes, on va vous payer les charges, les salaires et les loyers, les locaux et toutes les charges pour 1000 personnes. Par contre, si le mois suivant, pour la même production, vous nous envoyez une facture pour 500 personnes, et bien on va vous envoyer
on va vous payer la facture. Donc, en fait, c'est ça justement ce tiraillement. C'est de dire quel est le coût que doit occasionner ce centre d'appel pour qu'il soit optimal et pour que je puisse dire, si j'ai une commande, est-ce que je vais avantager le centre d'appel qui va se trouver au Maroc ou bien je vais l'envoyer vers un centre d'appel qui se trouve en Tunisie ou bien en Roumanie ou bien à Madagascar. Et pour cela, je dois analyser plusieurs critères. Il y a le coût, et bien sûr, il y a la performance, il y a la qualité. Pour arbitrer entre ces pays-là, à qui je vais envoyer la commande. Parce que moi, si je suis une maison mère qui a plusieurs centres, donc je dois arbitrer entre les 3 ou les 4 centres qui se trouvent dans différents pays pour dire cette commande-là, je vais l'envoyer à tel ou tel pays. Et quand on parle de coût, on a cette notion de fiscalité qui intervient. Quel est le pays qui consomme une fiscalité intéressante pour dégager des coûts qui sont intéressants. Et donc, en fait, pour fixer le prix, donc, en fait, on a pensé à différentes méthodes. Donc, on peut avoir une méthode empirique pour fixer le prix, mais le problème qu'il peut y avoir, c'est que si vous adoptez une méthode empirique, donc, en fait, quand je dis empirique, c'est-à-dire ce sont des prix qui ont été inventés par l'entreprise, qui n'obéissent à aucune règle. Ils sont peut-être légitimes en interne, mais vus de l'extérieur, ils peuvent ne pas paraître légitimes. Et justement, le problème qui se pose, c'est qu'il faut se mettre à la place de celui qui va venir mettre son nez dans la gestion de l'entreprise. Ça peut être le contrôleur fiscal, ça peut être les syndicats, en fait, les représentants du personnel qui peuvent mettre le nez dans l'entreprise. Et vous avez dans certains pays le comité d'entreprise qui a la possibilité, qui a le droit d'engager un expert comptable pour aider le comité d'entreprise à éplucher les comptes de l'entreprise et savoir est-ce que l'entreprise rémunère correctement ses facteurs de production, dont le salaire, voir est-ce que les dividendes qui sont pris par les actionnaires ne sont pas excessifs, est-ce que le prix qui est pratiqué, et c'est là qu'on tombe sur cette notion de prix de transfert qui peut être regardé aussi par les salariés. Le prix de transfert aussi, du fait qu'il peut dégager des marges plus ou moins intéressantes dans un côté ou dans l'autre, eh bien, celui qui va mettre son nez dans les prix de transfert en dehors du fisc et des salariés, c'est les propriétaires de l'entreprise. Est-ce que ça leur laisse assez de dividendes? Et enfin, ça me vient à l'esprit, celui qui va regarder est-ce que la société, la filiale, finalement dégage assez de bénéfices, eh bien, c'est le directeur général local. Supposez que vous avez une multinationale qui ouvre une société au Maroc. Le directeur général qui, par exemple, est un Marocain, qui défend son entreprise, qui défend la filiale, eh bien, il faut qu'il soit aussi vigilant par rapport à ces prix de transfert pour dire, écoutez, moi, il faut me rémunérer correctement. Non seulement mon salaire, mais aussi rémunérer mes collaborateurs, rémunérer correctement mes fournisseurs pour qu'ils me donnent que je puisse acheter de la marchandise de qualité, etc., etc. Donc, en fait, c'est un tiraillement. Chacun va essayer, tous les protagonistes vont essayer chacun de tirer de son côté pour justifier la rémunération. Et cette rémunération, eh ben, le prix de transfert, le prix, est un élément important pour la fixation de ce camembert, de ce gâteau que tout le monde veut se partager. Alors, dans les méthodes, je disais qu'on pourrait choisir une méthode empirique, mais nous conseillons de se rapprocher de quelque chose qui parle à tout le monde. Et justement, la référence aujourd'hui, c'est les prix qui sont préconisés par l'OCDE. Et dans ce que propose l'OCDE, ce qui n'est pas limitatif, puisqu'on peut créer sa propre méthode. Donc, dans ces prix-là, l'OCDE propose 5 méthodes. 5 méthodes que nous allons examiner. Nous avons la première méthode qui est le CUP, donc le Comparable and Controlled Price.
qui se base sur la comparaison des prix de l'entreprise avec le prix du marché. Donc, en fait, c'est pratiquement le prix du marché. Autrement dit, si aujourd'hui, je veux fixer le prix des masques, puisqu'on est dans une situation de Covid, je vais dire à ma maison mère, écoutez, vous me dites de vendre les masques à 40 dirhams l'unité. Aujourd'hui, le Maroc produit des masques, les propose, il donne une petite subvention pour les masques et il les vend à 80 centimes. Donc, comment je peux m'aligner? Comment je peux trouver un… Donc, est-ce qu'on va vendre des masques qui sont semblables à ceux qui sont subventionnés et donc je dois m'aligner? Ou bien ce sont des masques qui sont de qualité et je dois le justifier? Si ce sont des masques, par exemple, qui sont mis en pharmacie, qui sont vendus à un maximum de 2 dirhams, je ne peux pas dépasser 2 dirhams ou 2 dirhams 50. Par contre, si je vends des masques qui sont hors normes, hein, hors normes parce qu'ils sont, je ne sais pas moi, ils sont personnalisés, à ce moment-là, je peux m'écarter du prix qui est pratiqué. Donc, je peux les vendre à 20 dirhams le masque ou à 30 dirhams le masque. Et à ce moment-là, effectivement, je sors d'un référentiel. Encore une fois, même si je propose ces masques à 30 dirhams, il faut que je m'aligne aussi par rapport au prix du marché, par rapport à ces masques eux-mêmes, parce que je ne suis pas le seul à faire des masques au Maroc qui sont personnalisés. Il y a encore des concurrents qui les font, soit à l'importation, d'accord, soit en production locale. Donc, qu'est-ce qu'ils ajoutent comme valeur ajoutée? Est-ce qu'ils achètent des masques et puis ils les vendent dans l'État, ou bien est-ce qu'ils mettent un logo sur les masques pour les personnaliser, d'accord? Est-ce qu'ils rajoutent, je ne sais pas moi, un pins, par exemple, et donc quel est le coût de ce pins? Est-ce que ça peut valoriser? Est-ce que ça peut justifier un prix qui est plus important, etc. Donc ça, c'est vraiment la méthode toute simple de prix du marché. Bien sûr, pour pouvoir adopter une telle méthode, il faut connaître les prix du marché. D'où la nécessité d'avoir des gens, soit recourir à des sociétés spécialisées pour nous donner les prix qui sont pratiqués sur le marché. C'est par exemple, c'est ce que font les multinationales, les sociétés qui font appel à nous quand elles veulent s'installer au Maroc. Ils nous demandent un business plan. Et le départ, je dirais, du business plan, parce que c'est du prix de vente que va découler toute l'architecture du coût. On commence par étudier le prix en faisant appel à différentes techniques pour, d'abord, dans notre base de données, est-ce que nous avons les mêmes entreprises similaires pour connaître leur prix? On peut nous-mêmes faire une enquête avec nos propres moyens. On peut acheter nous-mêmes, on peut acheter auprès de prestataires des enquêtes pour pouvoir asseoir le prix. Parce que si on se trompe sur le prix, tout l'échafaudage du business plan tombe à l'eau. Donc, il faut la société qui veut s'installer au Maroc, il faut qu'on lui dise exactement à quel prix elle peut vendre le produit au Maroc. Après, bien sûr, elle va consulter la maison mère, elle va lui communiquer les différents pricing qu'on lui a communiqués, et elle va trancher pour dire est-ce que je me positionne par rapport au prix que m'a communiqué le cabinet Eurodéfi, ou bien est-ce que je peux me permettre de vendre plus, ou bien au contraire, pour pénétrer le marché, je vais être agressif dans mes prix. Nous allons voir jusqu'à quand est-ce qu'il y a un délai pour être agressif ou pas sur un marché qu'on est en train de pénétrer. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode du cost plus. Donc, la méthode du cost plus, comme son nom l'indique, c'est le coût plus un markup. Donc, en fait, on applique une marge au cost, au coût de revient. C'est pour ça qu'on parle du cost plus 8, cost plus 5, cost plus 10, cost plus 15, c'est-à-dire que c'est le coût de revient plus 15%, plus 10%, plus 5%. Ou bien le resell minus, qui est l'application d'une marge sur un prix de vente. Là, on ne part pas du coût, donc c'est pour ça que je les ai mis en rouge, les deux méthodes, le cost plus et le resell minus. C'est que dans le cost plus, on prend le coût de revient auquel on ajoute une marge, et dans le resell minus, au contraire, on part du prix de vente, d'accord,
et on essaie de déterminer le coût de revient en fixant une marge. La quatrième méthode, c'est la méthode de la Transactional Net Margin Method, qui est le MTMN. C'est l'application d'un taux cible de marge d'exploitation. Alors, c'est en fait, ça revient à faire un partage direct du profit. C'est-à-dire que j'en profiterai pour parler du profit split parce que c'est un petit peu la même chose. Ces deux dernières méthodes elles se basent sur ce principe-là. Le profit split, c'est la répartition d'un profit, d'accord, entre la filiale et la maison mère. C'est-à-dire que la maison mère fait le raisonnement suivant, le groupe fait le raisonnement suivant. On considère que nous sommes un groupe homogène et on réalise tous, grâce à l'apport de chacun, grâce au travail de chacun, une marge globale au niveau international, et on va faire une répartition de cette marge-là entre nous. Hein, un partage direct du profit en fonction d'un certain nombre de critères. Voilà en fait les 5 méthodes qui peuvent être choisies pour aborder pour fixer le prix de transfert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, chaque société va choisir une méthode pour fixer ses prix. Chaque groupe va choisir la méthode pour fixer ses prix. Et en fait, ce que je suis en train de dire peut sembler quelque chose de tout à fait évident, mais je peux vous dire que nous avons constaté que dans des groupes qui sont structurés, qui nous paraissent en tout cas structurés, qui nous paraissent très, très importants, et bien des fois, quand ils abordent un marché, surtout quand c'est la première fois qu'ils font de l'export, qu'ils vont s'exporter, ouvrir une filiale à l'étranger, et ils se comportent un petit peu d'une façon bizarre. Donc, en fait, d'où l'intérêt que celui qui accompagne, essentiellement l'expert comptable, qu'il soit très, très vigilant par rapport à ça. Je vous donne, en fait, cette vigilance est de tous les instants, parce que ce qui intéresse la société, c'est d'ouvrir la filiale. Généralement, la première étude qui est faite, elle est faite par les gens soit de la production, parce qu'ils veulent avoir des coûts qui ne sont pas énormes, ils veulent économiser, soit les gens du marketing et du commercial qui cherchent à vendre, donc ils cherchent un nouveau marché pour vendre, d'accord? Par exemple, ils ont entendu qu'il y a pas mal de conventions internationales qui ont été signées entre le Maroc et différents pays. Et donc, ils se disent, voilà, la possibilité d'ouvrir une filiale au Maroc pour pouvoir passer par le Maroc pour vendre aux États-Unis, passer par le Maroc pour vendre aux pays du Golfe et passer par le Maroc pour vendre aux pays africains. Donc ça, c'est la première idée qui peut venir. La deuxième idée, c'est on s'installe au Maroc parce que il y a, on va pas s'intéresser, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la fiscalité, ce n'est pas de vendre, mais ce qui nous intéresse, c'est le capital humain, c'est les ressources humaines, parce qu'on a du mal à trouver des informaticiens, on a du mal à trouver des ingénieurs chez nous, on a du mal à trouver des médecins chez nous, on a du mal à trouver des télécommerciaux, donc on va ouvrir au Maroc parce qu'il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des écoles de marketing, il y a des universités, et toutes ces écoles-là, elles produisent un certain nombre de candidats, donc du capital humain qui est sur le marché, et nous allons prendre ces gens-là directement dans le pays. Et donc ça, c'est une motivation. Et donc, on s'aperçoit que dans la hâte, on oublie cette notion de prix. Alors, ce qui se passe, on ouvre la société, on embauche les salariés, et on constate que le comportement de la maison mère, c'est qu'en fait, à la fin du mois, elle envoie un virement. Elle fait un virement, et on constate que ce virement, il va correspondre exactement à ce qui va couvrir les loyers, la matière première pour une société qui produit, la marchandise pour une société qui vend. Pour une société de service, elle va couvrir le loyer, les télécoms et les salaires. Et donc, on ne pense pas à faire de marge. Et donc, si l'expert comptable n'est pas vigilant, on va s'apercevoir qu'à la fin de l'année, nous avons un bilan qui est bancal. Nous avons des charges. En face de ces charges, nous avons des virements qui sont passés. Qu'est-ce qu'on va faire de ces virements? Est-ce que ce sont des avances en compte courant?
Et généralement, le problème qui se pose, c'est que la maison mère, en général, elle vous dit, bon, cet argent-là, j'ai besoin de le récupérer un jour. OK, vous avez besoin de le récupérer, on va accepter un premier virement, par exemple pour l'installation, un deuxième virement pour la formation, un troisième virement pour le démarrage. Mais à partir du quatrième virement, on ne peut plus tolérer des comptes courants. Ça va devenir du chiffre d'affaires, d'autant plus que quand il y a une production, là, ça doit être du chiffre d'affaires. Donc, en fait, il ne faut pas se dire que toute l'information et toute la réactivité, la réaction va venir de la maison mère et des gens qui sont des sachants, parce que nous-mêmes, nous sommes, finalement, juridiquement, c'est nous les sachants, c'est nous qui devrons les conseiller, c'est nous qui devrons les alerter en leur disant, attention, ce n'est plus du compte courant, ça devient du chiffre d'affaires. En parlant du chiffre d'affaires, on parle de prix. Quel prix on doit mentionner dans les factures? Donc, il faut faire les factures. Dans les factures, il faut les documenter. Dans une facture, on doit mettre la quantité, le prix unitaire et le montant, par exemple. On doit, face à la quantité, dire qu'est-ce qu'on a vendu. Est-ce que c'est du service? Alors, qu'est-ce qu'on va vendre dans ce service? Est-ce que c'est un coût plus une marge, d'où la notion de tout à l'heure du cost plus, ou bien c'est un acte? Par exemple, je vends un service qui est un acte. Par exemple, si je suis par exemple dans les assurances, eh bien, j'ai un acte qui est la vente d'une police d'assurance. Eh bien, qu'est-ce que ça occasionne? Ça occasionne la prospection, ça occasionne la souscription et le service après-vente qui est la gestion du sinistre, la réclamation, la fidélisation, etc. Donc, tout ça, c'est un acte que je dois chiffrer et par rapport à ce montant-là, je dois le facturer comme étant un acte complet. Et donc, je dois déterminer son prix. Et ce prix, je ne vais plus le faire par rapport au cost plus dont on a parlé tout à l'heure, mais par rapport à la concurrence. Parce que je ne suis pas le seul à avoir ce produit-là sur le marché. Donc, je dois faire une enquête pour savoir ce prix-là, ce service-là qui va être vendu dans les assurances, combien le vend telle compagnie concurrente pour fixer le prix. Et justement, le conseil va prendre cette multinationale par la main et va lui dire, écoutez, vous devez établir un document officiel qui va détailler ces prix-là, qui ne va pas être uniquement un tableau, mais il faut qu'il soit, je dirais, un descriptif d'un process logique. Pourquoi les prix, pourquoi ces prix-là, comment on les a fixés, quelles sont les contraintes à l'échelle internationale, quelles sont les contraintes à l'échelle locale qui nous obligent à adopter tel et tel prix. Et la notion de prix, donc en fait, elle est exigée par les deux antagonistes dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez le contrôleur de gestion qui a besoin d'avoir des prix concrets pour pouvoir mesurer la performance, mais aussi vous avez l'administration fiscale qui pousse les entreprises à justifier leur prix. Parce que la première question que va vous poser le contrôleur, quand il rentre dans une entreprise, quelle qu'elle soit, et surtout quand il est multinational, son premier dada, c'est les prix de transfert. La première question qu'il va poser, donnez-moi les contrats que vous avez avec les clients étrangers. Et si nous avons une société qui se comporte, comme je vous ai dit tout à l'heure, une société cow-boy qui n'a pas de référentiel, qui n'a pas de culture fiscale et de culture de pricing, eh ben, cette société-là va se trouver piégée parce qu'elle n'a pas de documents et elle ne peut pas justifier les prix qu'elle pratique. Et donc, en fait, cette documentation est une obligation du fait que le contrôleur fiscal vous le demande, puisque c'est la première question qu'il vous pose. Au lieu d'attendre qu'il vous la pose, eh bien, il faut tout préparer. Et donc, cette documentation, ça sera des contrats, ça sera surtout, on va le voir, un manuel des prix de transfert qui va décrire comment on est arrivé à fixer les prix qu'on propose donc à nos clients. Et donc, cette obligation de documentation, c'est dans une optique d'harmonisation dans notre système fiscal avec les normes fiscales internationales visant le renforcement de moyens de contrôle des prix
de transfert. Donc, en fait, en cas de contrôle, donc quand j'ai dit en cas de contrôle, ça peut être le contrôle fiscal, ça peut être le contrôle des associés, hein, des actionnaires à un moment donné qui vont demander, un actionnaire un jour va sortir, il va vous dire, justifiez-moi comment se forme le chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce que si on n'a pas de contrôle sur la fixation, sur la formation du chiffre d'affaires, on peut tout faire. C'est pour ça que certains osent dire que finalement, on peut faire dire à la comptabilité tout ce qu'on veut. C'est comme des chewing-gums, on peut le tirer, on peut… par contre, s'il y a des process, s'il y a des procédures, comme des prix qui sont fixés, on se rapproche de quelque chose de scientifique. C'est-à-dire que les prix, on les fixe, on les rentre dans une machine, dans un ordinateur, ce qui fait que nous avons un référentiel des prix et on ne va plus faire les prix à la tête du client. Je veux bien accorder une remise parce qu'il y a une remise de quantitative, je veux bien accorder un escompte, etc. Donc, tout doit être justifié. On doit partir d'un prix de base, d'accord, qui est un prix à pratiquer à tout le monde. Dans une facture, on doit toujours avoir le prix pour un service ou un produit donné, on va avoir le prix qu'on pratique pour tout le monde. Et après, on va éventuellement pratiquer une remise. Et donc ça, je le dis et je le répète, dans tous les métiers, c'est comme ça qu'on doit procéder. On ne doit pas pratiquer des prix à la tête du client, mais avoir sur l'ordinateur, sur le logiciel de gestion commerciale, nous devons avoir un référentiel des prix. On énonce d'abord le prix de base, le prix standard, et puis sur ce prix standard, on va appliquer ou pas une remise, si il faut l'appliquer. Et ça concerne tout le monde. Ça peut concerner les honoraires d'un expert comptable, ça peut concerner les honoraires d'un avocat, ça doit concerner les honoraires d'un médecin éventuellement, ça peut concerner une société de marketing digital, ça peut concerner une société industrielle ou une société de négoce. Donc, on doit partir d'un prix de base et après, on discute. Et donc, en fait, cette documentation, on va pouvoir la présenter à n'importe quel contrôleur. Ça peut être l'administration fiscale, ça peut être les salariés, ça peut être, par exemple, s'il y a une mise en cause. Supposons une société qui comme on dit trivialement, dépose le bilan, donc tombe en faillite, et que la responsabilité des dirigeants est mise en cause plutôt par les salariés, par des fournisseurs, comme quoi les dirigeants ont fait des fautes de gestion, et bien ces dirigeants-là doivent être capables de justifier la politique des prix, en disant que les prix que nous pratiquions, ce sont des prix qui sont des prix de pleine concurrence, ce sont des prix qui sont des prix honnêtes, puisque nous avons un référentiel des prix et qu'on pratique des prix. Et croyez-moi, les mises en cause, c'est quelque chose de très, très à la mode et de plus en plus, parce que c'est tout à fait normal. Une entreprise qui n'est pas structurée, une entreprise qui ne documente pas ses process, peut s'attendre à des remises en question de sa manière de gérer. Et donc, en fait, la meilleure des choses, c'est que quand l'administrateur, quand le contrôleur, donc que ce soit le contrôleur fiscal, que ce soit le commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes peut vous demander la justification des prix que vous pratiquez. Et bien, la meilleure chose, au lieu de lui dire, écoutez, faites-moi la liste, je vais la noter et je vais téléphoner à la maison mère pour avoir les informations, je vais les recevoir par mail, puis je vais vous les donner, etc. Et bien, aujourd'hui, ça, ce n'est plus acceptable. Il faut préparer ce qu'on appelle le manuel des prix de transfert. Et donc, ce manuel de prix de transfert va contenir des informations relatives à l'ensemble des activités des entreprises liées. D'accord ? Il va avoir donc les informations qui concernent aussi bien la maison mère, les filiales, l'organigramme en quelque sorte. Il faut qu'il décrive l'organigramme du positionnement du groupe à travers la planète pour après venir en entonnoir pour examiner la filiale qui nous intéresse au Maroc. Comment elle fixe ses prix. Donc, la politique globale des prix
de transfert pratiqués et à la répartition des bénéfices et des activités à l'échelle mondiale. Donc, en fait, ça, on le dénote dans l'entretien que nous avons avec le commissaire aux comptes ou bien que nous avons avec le contrôleur du fisc quand il débarque. Il vous pose des questions lors de la première entrevue. On dénote ça. Parce qu'il va poser la question, il va vous demander les statuts, il va vous dire oui, mais c'est une société anonyme, d'accord, mais quels sont les actionnaires? Vous lui dites, mais attendez, si c'est une société anonyme, c'est qu'on n'a pas envie que vous connaissiez les actionnaires. Il n'y a pas de problème, mais moi, s'il y a des flux financiers entre la maison mère et la filiale, je suis obligé de vous demander qui est la maison mère. Et donc là, vous êtes obligé de montrer patte blanche, de lui dire qui est la maison mère, quels sont les associés, et comment la maison mère, elle travaille avec la filiale, c'est-à-dire quelles sont les factures qu'il va y avoir entre la maison mère et la filiale, qu'est-ce qu'elle recouvre, pour que lui, il puisse voir est-ce que la marge qui est appréhendée au Maroc est une marge qui est, pour lui, à ses yeux, aux yeux du contrôleur fiscal, est-ce que c'est une marge qui est valable? Est-ce que c'est une marge qui est équitable par rapport au Maroc? Donc, en fait, le contrôleur fiscal ne fait que son travail, puisqu'il est à 31%, puisqu'il taxe à 31% d'impôt sur la société, donc je dirais qu'il a 31% du capital de la société. Si je rajoute la TVA et d'autres taxes, peut-être qu'il dépasse 50%. Il a plus de la moitié de la société, donc c'est tout à fait normal que le contrôleur fiscal pose des questions qui sont tout à fait légitimes. Et encore une fois, le contrôleur fiscal ne fait que son travail. C'est quelqu'un qui défend la nation, qui défend l'État et qui essaye de savoir est-ce que le pays d'accueil est rémunéré correctement. De l'autre côté, il faut savoir que nous avons un deuxième contrôleur fiscal, celui-là du pays de la maison mère, qui va avoir le même souci pour savoir est-ce que la maison mère située là où se trouve son siège social, est-ce que les dividendes qu'elle reçoit, est-ce que les transferts que lui fait la filiale en termes de paiement de factures de marchandises, en termes de paiement de services, en termes d'intérêt sur les comptes courants et les prêts qu'a fait la maison mère à la filiale, est-ce que ce sont des rémunérations qui sont équitables ou pas? Donc, en fait, le chef d'entreprise et je dirais l'expert comptable doit être vigilant par rapport à cet équilibre-là. Il ne faut pas qu'il cède aux objections ou bien aux arguments que peuvent lui apporter les dirigeants, ce qu'on appelle le management, en disant, écoutez, c'est comme ça et pas autrement. Non, parce que celui qui va défendre le dossier le moment venu, ce n'est plus les dirigeants, puisque les dirigeants peuvent éventuellement disparaître. Ils peuvent disparaître par plusieurs raisons. Ils peuvent être licenciés, le PDG peut changer, les directeurs généraux peuvent changer, le directeur financier peut changer. Et donc, en fait, celui qui va se trouver en face du fisc marocain, c'est finalement l'expert comptable plus le directeur général du moment du contrôle. Et on va contrôler 4 ans en arrière. Donc, en fait, il faut, à ce moment-là, être bien armé pour pouvoir défendre la politique des prix de transfert de l'entreprise. Alors, donc, ce manuel va décrire le groupe et il va avoir des informations spécifiques aux transactions que l'entreprise vérifie et réalise avec les entreprises ayant des liens de dépendance précités. Parce qu'elle peut avoir, en fait, la filiale marocaine, elle peut avoir des relations de prix avec la maison mère, mais elles peuvent les avoir aussi avec les sociétés sœurs. Tout à l'heure, nous avons vu que la société, par exemple, si l'usine se trouve au Maroc, eh ben, le marketing, ce n'est pas la maison mère qui le fait. C'est une société qui est spécialisée dans la publicité et qui est à Gibraltar. Ça peut être, par exemple, une société d'informatique. Et la société d'informatique va être une société spécialisée qui se trouve aux États-Unis. Et donc, en fait, il va y avoir des factures qui vont arriver à la filiale marocaine, qui vont être des factures de la marchandise, plus des factures de services qui vont venir de Gibraltar, des États-Unis pour différentes prestations, etc. Et donc, en fait, il faut savoir qu'il y a 2 types de manuels. Vous avez ce qu'on appelle le master file,
et le local file. Donc, jusqu'à présent, je n'ai parlé que du local file. C'est ce que va demander le contrôleur fiscal marocain. Il va vous demander le local file, c'est-à-dire le manuel des prix de transfert local. Mais ce manuel de transfert local, encore une fois, va comprendre des informations sur la stratégie fiscale, la stratégie des prix à l'échelle internationale du groupe. Et vous avez le master file qui est le manuel de prix de transfert maître qui se trouve entre les mains de la maison mère. Et ce master file va décrire la politique des prix au niveau du groupe. Donc, moi, si je veux bien défendre mon entreprise, ma filiale marocaine, il faut que je prenne contact avec les fiscalistes du groupe. Il faut que j'ai de très bons rapports avec eux pour les convaincre, pour me transmettre toute ou partie du master file, pour que je comprenne. S'ils me transmettent le master file, je suis très content. Pourquoi? Parce que ce master file, ils l'ont conçu en fonction des normes de l'OCDE, premièrement. Et donc, quand moi, je vais l'avoir, je vais le lire, en espérant que j'arriverai à le lire. S'il est en français, c'est très bien. S'il est en anglais, je vais me débrouiller. S'il est en japonais, ça va être un autre problème. Et donc, en fait, je vais essayer de déchiffrer ce manuel de transfert, de le comprendre, parce que des fois, il y a des formulations qui sont très spécifiques, qui sont des fois abstraites, qu'on a du mal à comprendre pour essayer de cerner, parce qu'il faut savoir aussi que dans cette rédaction, il y a des stratégies aussi de rester un petit peu nébuleux. Et donc, si on est nébuleux, et si moi, expert comptable, j'ai du mal à comprendre, que dirait quelqu'un qui n'est pas habitué aux chiffres? Donc, il faut d'abord que je comprenne ce master file pour que je puisse m'inspirer de ce master file pour pouvoir établir au moins l'introduction du local file marocain pour décrire la politique des prix à l'échelle internationale. Et après, je vais décrire la politique des prix à l'échelle locale. Et donc, en fait, comment je vais établir de manière concrète ce manuel des prix de transfert? C'est que je vais d'abord m'intéresser aux sociétés concurrentes qui se trouvent sur le marché local. Et dans ce cas-là, je suis obligé de faire une enquête, donc en fait, pour essayer de connaître les activités similaires de cette activité. Supposons que j'ai une société qui va s'occuper, qui va développer de l'éolien au Maroc, qui va installer de l'énergie verte, de l'éolien. Alors, si je suis spécialiste de l'éolien et j'ai plein d'entreprises similaires dans mon portefeuille en tant qu'expert comptable, je suis très content parce que j'ai les bilans, je connais l'activité, donc je peux savoir combien coûte une installation, combien on peut la facturer au Maroc, et voilà, donc à partir de là, je peux dire, voilà comment vous allez pouvoir facturer l'éolien au Maroc. Parce qu'il y a eu des appels d'offres avec l'État, parce qu'il y a eu des appels d'offres privés, parce qu'il y a des gens qui ont installé l'éolien et je m'y connais très bien, donc je suis expert dans l'éolien. Par contre, si c'est ma première entreprise dans l'éolien, soit je la refuse et je dis, écoutez, moi l'éolien, ce n'est pas ma tasse de thé, donc je préfère que vous vous adressiez à quelqu'un d'autre, ou bien je vais quand même accepter parce que je suis un vieux loup, donc je sais que je vais m'adapter rapidement et je vais acquérir le savoir-faire dans l'éolien en termes de fiscalité et de comptabilité. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas installateur. Par contre, je vais acquérir une expertise dans ce domaine justement et c'est l'occasion. Et à ce moment-là, je vais faire une étude. C'est ce qu'on appelle l'étude monographique pour connaître le secteur de l'éolien au Maroc. Donc, je vais m'intéresser à tout ce qui touche à l'éolien. Je vais peut-être même acheter une étude qui a été faite là-dessus pour connaître les prix, les composants, et je vais m'intéresser aussi à la centrale des bilans. Alors, la centrale des bilans au Maroc, vous avez l'Ampic, mais vous avez aussi des sociétés spécialisées comme Inforis, comme l'RMS, comme d'autres sociétés. Vous avez la COFAS, etc., qui ont des études très, très spécifiques et je peux acheter ces études-là et essayer de déterminer quels sont les coûts pour les sociétés qui opèrent au Maroc dans le domaine de l'éolien, quelles sont les marges qui sont dégagées, et c'est ce qui va m'aider à établir le manuel des prix de transfert pour cette société qui va s'installer dans l'éolien, qui va développer l'éolien au Maroc.
Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais établir ce manuel des prix de transfert. Alors, il faut savoir que ce manuel des prix de transfert est une obligation. C'est une obligation légale au Maroc à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er janvier 2020, le Code général des impôts oblige les entreprises à avoir un manuel des prix de transfert qui doit être présenté lors d'un contrôle fiscal, autant avant le 1er janvier 2020, quand le contrôleur fiscal se présente dans une entreprise, il pose des questions sur les contrats, il pose des questions pour comprendre. Aujourd'hui, il ne veut plus perdre son temps. Quand il se présente, et de par la loi, il vous dit que la loi fiscale, il vous oblige à avoir un manuel des prix de transfert. Donnez-moi le manuel des prix de transfert. Je n'ai pas besoin de vous poser des questions, de griffonner ce dont j'ai besoin et d'attendre que vous téléphoniez ou que vous envoyez un mail à la maison mère pour vous envoyer les contrats, pour vous envoyer les prix, etc., etc. Donc, tout de suite, vous devez lui donner le manuel des prix de transfert. Et l'erreur que font certains chefs d'entreprise, c'est qu'ils croient que le manuel de prix de transfert, c'est juste un petit bouquin de quelques pages dans lequel on a fait un peu de traitement de texte pour décrire un petit peu l'entreprise, que c'est une entreprise extraordinaire qui se trouve dont le siège se trouve aux États-Unis, qui a des filiales par-ci, par-là, qui produit l'éolien et que notre éolien, c'est le meilleur, etc. Non, ce n'est pas ça le manuel des prix de transfert. Il faut être très, très précis et très, comment dire, et il faut que la description vraiment aille droit au but. Et il ne faut pas prendre l'inspecteur pour un débutant, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, parce qu'avant de venir dans l'entreprise, il a fait cette étude monographique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendra contrôler une société dans l'éolien, il a fait son étude, il connaît tout sur l'éolien, il connaît les marges, il connaît les prix, il a sorti des bilans. Et lui, il a la centrale des bilans la plus, je dirais, la plus précise, puisqu'il a accès aux liasses fiscales de toutes les entreprises du Maroc. Donc, il a sorti les liasses fiscales de tous les éoliens qui se trouvent au Maroc, il a fait l'étude des marges, et il n'a pas besoin de rentrer ça sur Excel pour trouver, non, il a des logiciels spécifiques, enfin, il a des logiciels qui sont déjà bâtis pour lui sortir un certain nombre de ratios, d'agrégats, pour pouvoir avoir des éléments pour asseoir son contrôle et être percutant. Et donc, en fait, la forme de ce document, il faut que ce soit un document électronique qu'on doit donner à l'inspecteur pour qu'il puisse faire son travail correctement. Et dans ce document électronique, il faut donner, bien sûr, la description, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut donner les contrats et il faut donner les prix. Et quand vous donnez les prix que vous utilisez, ce n'est pas, encore une fois, du verbiage, ce sont des colonnes sur Excel, ce qui lui permet de faire des croisements, ce qui lui permet de faire des tableaux sophistiqués pour sortir vraiment les informations dont il a besoin pour prouver par A plus B que vous avez pratiqué les prix qui sont décrits dans le manuel ou pas. Et si vous les avez, s'il y a eu un écart, pourquoi il y a eu cet écart-là par rapport à ce que vous avez décrit dans le contrat. Alors, bien sûr, nous sommes dans les débuts. Nous sommes dans les débuts. Donc, en fait, c'est la première année. C'est le 1er janvier 2020. Donc, c'était dans la loi de finances. Maintenant, c'est dans le Code général des impôts. Il n'y a pas eu de décret d'application pour décrire exactement ce que doit contenir le manuel des prix de transfert, mais on le sait. On n'a pas besoin, aujourd'hui, personnellement, ça ne m'engage que moi, je n'ai pas besoin d'attendre le décret pour savoir ce doit contenir un manuel des prix de transfert. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité, enfin, j'ai ce privilège d'avoir consulté des manuels des prix de transfert dans d'autres pays. Et je sais que l'administration fiscale marocaine, comme le Maroc est signataire de conventions donc, internationales, il doit lui aussi, à un moment donné, s'inspirer de la réglementation de l'OCDE pour faire ce décret. D'ailleurs,
l'Ordre des experts comptables est un partenaire qui est consulté pour la conception de ce genre de documents, de référentiels. Donc, nous savons comment et que doit contenir le manuel de transfert. Il ne faut pas se cacher derrière le fait qu'il n'y a pas de décret qui est sorti pour dire « Ah, bah, je n'ai pas l'obligation ». Parce que si vous ne produisez pas, un manuel de prix de transfert correct et qui est convaincant, eh bien, le contrôleur fiscal, il va vous redresser comme il veut. Comme il veut. Donc, des fois, il ne faut pas être tatillon de dire, bon, il y a eu effectivement la loi, mais il n'y a pas encore de décret. Donc, je n'ai pas à produire le manuel des prix de transfert, mais libre à vous, vous ne le produisez pas, d'accord? Donc, moi, je vais reconstituer vos prix comme je veux. Donc, par contre, si je suis diligent, si je suis, correct, eh ben, j'aurais pris le temps de constituer, donc d'établir le manuel de transfert. D'ailleurs, pour tous nos clients qui sont dans cette situation-là, nous avons confectionné, donc avec nos clients, pratiquement, je dirais aujourd'hui, 70 à 80% des manuels des prix de transfert. Et il reste les 30% parce qu'on a été un petit peu freiné par cette pandémie. Mais ce sont des choses pour lesquelles nous sommes très vigilants parce qu'en fait, l'expert comptable, il a un devoir de conseil, il a un devoir d'accompagnement. Et donc, on ne va pas dire, bon, il y a la période du Covid, il y a le décret qui n'est pas sorti, etc., etc. Parce que s'il y a un contrôle fiscal, il va falloir qu'on soit capable de proposer, de présenter ce manuel de prix de transfert correct. Alors, je reviens encore à la forme. Il y a certaines entreprises qui croient que le manuel des prix de transfert va être aussi édulcoré et aussi simple que le manuel d'organisation comptable. Parce que le manuel d'organisation comptable qui est obligatoire pour les entreprises qui dépassent 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, il ne doit pas être établi, encore une fois, avec quelques pages qu'on a prises sur Internet. Il faut que ce soit un manuel descriptif de l'organisation comptable de l'entreprise. Comment les comptes sont tenus, comment sont passées les écritures, d'où vient l'information jusqu'à ce qu'elle soit mise dans les comptes, quels sont les partenaires qui concourent à la formation de cette information financière. Il faut que ce soit non seulement descriptif, mais aussi utile pour l'entreprise. Pour que, supposons, un comptable qui part et un nouveau comptable qui vient, ou bien un directeur financier qui vient, il suffit qu'il lise le manuel d'organisation comptable, il aura tout compris. On n'a pas besoin de s'asseoir avec lui pour lui dire Fatima, il fait ça, Ali, il fait ça, la maison mère, il nous envoie ça. Non, dans le manuel d'organisation comptable, il a tout. Il va tout comprendre. Et bien, ça sera la même chose pour le manuel des prix de transfert. Il n'a pas besoin, le contrôleur fiscal n'a pas besoin de s'arracher les cheveux pour comprendre comment sont faits les prix et les factures de vente dans l'entreprise. Donc, il a le manuel du prix de transfert. S'il est bien fait, au contraire, nous, ce qu'on cherche, c'est de le convaincre pour qu'il laisse tomber le chiffre d'affaires. Parce que ce qui s'est passé dans les derniers contrôles, jusqu'à maintenant, les prix de transfert sont à la mode. Donc, la première chose qu'un contrôleur, en arrivant dans une multinationale, la première chose qu'il attaque, c'est les prix de transfert. Et les premiers redressements, c'est les prix de transfert. Et malheureusement, comme il n'y a pas de réglementation, comme la plupart des sociétés n'ont pas ce manuel des prix de transfert, lui, il est comme un poisson dans l'eau. Donc, il redresse comme il veut, parce qu'on n'a pas justifié nos prix de transfert. Parce que celles qui ont justifié le prix de transfert et qui disent, par exemple, c'est un cost plus 10, pourquoi 10? Pourquoi 10? C'est parce que j'ai fait une étude, parce que je sais que 10, c'est ce qui rémunère correctement la prestation au Maroc, qui va satisfaire le fisc marocain, mais qui va satisfaire aussi le fisc français si la multinationale est française, le fisc espagnol si la maison mère est espagnole, ou bien le fisc hollandais si la multinationale est hollandaise. Donc, quand je fixe 10, cost plus 10, je sais que j'ai bien fait correctement mon travail. Mais je peux fixer pour certaines prestations cost plus 10 et pour d'autres cost plus 5. Pourquoi? Parce que je peux avoir, et d'autres cost plus 15. Parce que si j'ai des prestations à très forte valeur ajoutée, je vais leur affecter un cost plus 15. Si j'ai des facturations, des prestations standards, je vais faire un cost plus 10. Et si j'ai des prestations à faible valeur ajoutée, je peux mettre cost plus 5. Par contre, si le contrôleur arrive et qu'il voit que je suis sur la moyenne en train de faire du cost plus 7 et que je n'arrive pas à l'expliquer d'où vient cette marge de 7, je serai en difficulté. Parce que je ne saurais pas lui décrire
la décomposition de la valeur d'une entreprise pour lui dire, dans cette entreprise-là, j'ai des prestations haut de gamme, j'ai des prestations standards et j'ai des prestations d'entrée de gamme. 5%, 10%, 15%. Et c'est ce discours-là, dans un contrôle fiscal, que le contrôleur fiscal apprécie. Quand il a des gens qui sont avertis, lui aussi, il arrive à être convaincu. Et il se dit à un moment donné, ces gens-là, ils sont très forts, ils ont un manuel de prix de transfert, ils ont documenté les prix de transfert, il se peut que je n'ai rien à leur reprocher. Finalement, laisse tomber, je vais perdre mon temps sur le prix de transfert, je vais me casser les dents. Même si on va au tribunal, ils vont sortir le manuel de transfert, il est tellement bien fait, tellement bien bâti que je vais rien gagner à le redresser sur le prix de transfert, sur le chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher dans les salaires, je vais aller chercher dans les charges, je vais aller la chercher dans d'autres opérations juridiques qui sont des montages qui peut-être sont un petit peu tirés par les cheveux, et le chiffre d'affaires, c'est pas la peine, je vais perdre mon temps. Alors, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas parce que j'ai établi un manuel des prix de transfert, solide soit-il, que j'ai gagné. Je ne pourrais dire que j'ai gagné la bataille et que le contrôleur fiscal n'aura rien à me reprocher que si j'ai validé ce manuel avec l'administration fiscale. Et c'est ce qu'on appelle un accord préalable pour les prix de transfert avec l'administration fiscale. Et donc, c'est une procédure qui est réglementée, qui consiste à prendre donc, rendez-vous avec l'administration fiscale. Donc, en résumé, c'est les APP. Donc, à prendre rendez-vous avec l'administration fiscale. Donc, là, j'ai symbolisé, donc, par exemple, pour valider mon manuel des prix de transfert, je prends rendez-vous en avril-mai 2020 avec l'administration fiscale. Et on fait une première réunion, donc une réunion préliminaire dans laquelle on va discuter un petit peu de la volonté de valider le prix de transfert avec l'administration. Et donc là où je vais me diriger, je ne vais pas me diriger vers mon inspecteur habituel, je vais me diriger vers une cellule qui a été mise en place par l'administration fiscale exprès pour la négociation des prix de transfert. Et pour garantir une neutralité à cette cellule, l'administration fiscale a décidé que cette cellule soit isolée du dispositif de contrôle. C'est une cellule qui est rattachée directement à la direction générale et qui est, si les choses n'ont pas changé, qui est rattachée au service de la législation de l'administration fiscale. Et les personnes qu'on trouve dans cette cellule-là, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec le contrôle. Donc, en fait, ça, c'est une garantie que l'administration fiscale nous apporte. Et honnêtement, avec l'expérience que nous avons, que j'ai donc avec l'administration fiscale, sur certains dispositifs, par exemple sur la catégorisation fiscale et douane, sur la négociation des prix de transfert avec l'administration, j'ai constaté qu'il y a ce clivage qui est fait. Alors, bien sûr, c'est des êtres humains. On ne peut pas garantir franchement une étanchéité à 100%, parce que autant pour une entreprise lambda qui n'est pas très connue, qui va présenter son dossier pour négociation des prix de transfert, ça passe comme une lettre à la poste, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait une divulgation ou une fuite. Autant pour une grosse entreprise qui est très connue et qui a une réputation sur le marché, je dirais pas je ne peux pas garantir que quand elle se présente pour négocier ses prix de transfert, que ça ne s'ébruite pas. Donc, en fait, moi, je ne veux pas être caution de ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans notre expérience, sur les 10 dossiers pour l'APP que nous avons accompagnés, pratiquement 60% n'ont pas continué le process. Pourquoi? Parce que, d'abord, ils ont constaté que c'est un process lourd. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne vient pas avec les manuels des prix de transfert, on le pose sur la table et on dit, voilà, notre manuel des prix de transfert, on vous le propose, dites-nous ce que vous en pensez. Non. Il faut vraiment
présenter, ouvrir l'entreprise à l'administration fiscale, aux gens, donc à ce comité-là, à cette commission, qui va voir est-ce que tout le process d'information, de traitement de l'information de l'entreprise est un process qui est transparent, de l'entrée à la sortie, de l'entrée de la matière première jusqu'à la sortie de la marchandise et de la vente, en passant par son système d'information, comment il est, est-ce que le coût de revient est correctement calculé, est-ce qu'on ajoute une marge correcte, est-ce qu'on vend correctement, est-ce qu'il n'y a pas de fuite dans le circuit, après, est-ce qu'il y a une taxation qui est correcte, etc. Après, on va présenter, on va voir est-ce que la société est en règle par rapport à l'administration fiscale. C'est la première chose. Est-ce qu'on a l'attestation de régularité fiscale? Est-ce qu'elle est en règle avec d'autres organismes? Et là, donc en fait, le risque qu'il peut y avoir, effectivement, c'est que quand on présente le dossier, l'administration fiscale peut constater, malgré qu'on a une attestation de régularité fiscale qui est correcte. Mais on peut constater, par exemple, qu'il y a certaines taxes qui n'ont pas été calculées correctement. Par exemple, l'entreprise a oublié, entre guillemets, de payer la TVA sur les prestations étrangères, a oublié de payer la retenue à la source sur certaines prestations étrangères, etc. Donc, l'administration fiscale est en droit de faire un redressement. Et finalement, nous avons certains clients qui disent bah, écoutez, on est parti pour régler quelque chose et on revient avec d'autres problèmes. Donc, ce processus-là, il est tellement dangereux, on était tranquille. Donc, moi, finalement, je vais me contenter de faire mon manuel des prix de transfert, je le prépare puisque la loi le dit, et j'attends que le contrôle vienne. Et si le contrôle vient, à ce moment-là, je fais face et je montre mon manuel de prix de transfert et je défends mes prix, mais je n'ai pas à aller discuter avec l'administration qui va me prouver des choses ou peut-être que je vais exposer trop mes prix et ma politique des prix qui va se savoir, etc., etc. Donc, il y a plein de… Donc, voilà. Donc, en fait, il y a à peu près 60% de gens qui se sont découragés, qui ont dit, bon, finalement, on ne va pas. Par contre, ceux qui ont eu le courage de dire, nous avons intérêt à aller jusqu'au bout, à valider nos prix de transfert, ben, l'intérêt, c'est que l'administration fiscale ne reviendra jamais sur les prix et ne va même pas contrôler le chiffre d'affaires. Sauf si, bien sûr, le chiffre d'affaires n'a pas été établi conformément au prix de transfert au manuel des prix de transfert qui a été présenté et à l'accord qui a été signé avec l'administration fiscale. Donc, en fait, après cette première réunion préliminaire dans laquelle on discute à bâton rompu avec l'administration, si on veut aller plus loin, on dépose un dossier. On dépose un dossier, par exemple, courant juin 2020. En mois de septembre, l'administration fiscale va peut-être diligenter une visite. Ils vont venir à l'entreprise, donc la filiale ici au Maroc, pour voir comment on fonctionne, s'assurer du rapport justement qu'on leur a donné, parce qu'il y a un rapport d'audit qui est donné par un cabinet de commissariat aux comptes et d'expertise comptable qui est donné sur la réalité, sur la compliance de l'entreprise, pour dire que c'est une entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui paie correctement ses impôts, c'est un système d'information qui est clean et qui est bien tracé. Donc, ce rapport-là, eh ben, l'administration fiscale va faire la visite, elle va venir voir l'usine. Est-ce que ce que lui a raconté dans le manuel se vérifie sur place? Donc, en décembre, donc on a commencé en avril, en décembre, il y a l'instruction, l'administration décide d'instruire le dossier, l'analyse, il va y avoir d'autres réunions, et selon un timing moyen, je donne un timing moyen, on a commencé en avril, la rédaction et la conclusion de l'accord va se faire en mars. Donc, ça prend une année, parce que ce n'est pas de la rigolade, c'est le manuel des prix de transfert, c'est l'ossature de l'entreprise, parce que je disais tout à l'heure dans un business plan, si vous n'avez pas bien défini le chiffre d'affaires, ce n'est pas la peine d'aller loin, parce que c'est du chiffre d'affaires que tout découle après, qu'on va construire les coûts, du chiffre d'affaires qu'on va estimer, qu'on a estimé, qu'on va embaucher, que nous allons acheter les camions, que nous allons former les collaborateurs, que nous allons acheter la marchandise, etc. Donc, le chiffre d'affaires est une notion très, très importante dans l'entreprise. Et donc, en fait, le processus moyen prend une année. Donc, il faut avoir les reins solides, il faut s'accrocher parce que vous avez l'administration qui défend ses intérêts, l'entreprise qui défend ses intérêts, et surtout, il faut être très bien accompagné par quelqu'un qui connaît justement
ces notions de prix de transfert, qui sait défendre l'entreprise, qui a les arguments pour le faire et qui a une expérience. Parce que vous aurez à tout bout de champ dans ce process-là des questions qui fusent, aussi bien des actionnaires, aussi bien des dirigeants sur les prix de transfert, de pourquoi ci, pourquoi ça, l'administration fiscale qui va vous poser des questions, qui va vous dire mais ce que vous faites, on a vu d'autres concurrents qui ne font pas comme vous, donc il faut faire revenir à ce que nous faisons, etc., etc. Et le risque, c'est que si vous n'avez pas bien accompagné l'entreprise, si vous n'avez pas bien planifié votre négociation des prix de transfert pour votre client, le problème, c'est que ça sème les doutes. Et le résultat, c'est quoi? C'est premièrement, soit votre client, donc l'entreprise, elle se désiste, elle dit, bon, ben, moi, je reviens en arrière parce que je ne vais pas mettre la main dans la prise. Ce n'est pas la peine. Ou bien l'administration fiscale, finalement, on lui a tout ouvert, elle a tout vu. Et à un moment donné, soit nous, on se retire, donc elle a vu ce qu'on s'est dévoilé, puisqu'on lui a tout montré. Donc, on lui a montré notre comptabilité analytique. Elle sait tout sur nous. Je disais tout à l'heure que, normalement, l'administration fiscale ne doit pas se servir des informations qu'elle a vues. Parce qu'elle aura vu nos prix, elle aura vu notre façon de faire, notre cuisine interne. Donc, le moteur, ils auront vu le moteur, comment il fonctionne. Donc, normalement, théoriquement, ils n'ont pas le droit d'utiliser après, lors d'un contrôle fiscal, de venir et nous dire « Ah oui, mais vous êtes venu en 2020 et nous avions fait une préparation pour les prix de transfert et on se rend compte que ce que nous venons voir ici, ce n'est pas ce que vous nous avez raconté autrefois. » Non, normalement, il n'a pas le droit de le faire. Et ça, c'est un vice de procédure. Si l'administration fiscale fait état d'éléments qu'elle a étudiés par la cellule de négociation de prix de transfert, normalement, l'administration aura commis un vice de procédure. Et le risque, c'est ça. C'est qu'il y ait un désistement, il y ait une annulation. Et donc, pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien préparé les choses. Parce qu'on n'a pas été convaincant. Et justement, le pire, c'est que l'administration fiscale vous dise « Ah, vous êtes singulier dans la fixation de vos prix. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu cette façon de faire. Vous me présentez un dossier dans l'éolien. Alors, j'ai telle société à Tanger qui fait de l'éolien, j'en ai une à Dakhla, j'en ai une dans une autre contrée où il y a beaucoup de vent, donc qui fait de l'éolien. Et vous venez et vous me donnez une structure de prix et des prix qui ne ressemblent à personne. Donc, et c'est là la difficulté. Donc, parce qu'on n'a pas été assez précautionneux pour proposer une structure de prix qui est correcte pour pouvoir se défendre. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu ça. Je n'ai pas voulu être très technique dans ma présentation. Je voulais vous sensibiliser à l'enjeu des prix de transfert, que c'est quelque chose qui touche toutes les entreprises liées à l'international. Donc, ça ne touche pas les entreprises qui sont des filiales de sociétés maroco-marocaines. Ça ne touche que les sociétés, donc de par la loi, ça ne touche pour l'instant que les sociétés qui sont des filiales de multinationales établies au Maroc, ou bien de sièges de sociétés qui sont internationales qui sont au Maroc et qui ont des filiales à l'étranger. Donc voilà, donc à partir du moment où il y a cette filiation internationale, ces mouvements internationaux, il y a la notion de prix de transfert et d'où la nécessité de les réglementer. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions dans la mesure du possible. Je vous remercie, Serge, pour la clarté des informations que vous avez apportées à l'audience. Alors, je me permets de rappeler juste que nous avons encore 5 minutes avant de clôturer la séance. Donc, j'ai commencé par poser la première question que nous avons reçue sur Zoom. Elle nous vient de M. Mounir Tarjman. Alors, pour l'administration fiscale, il y a risque de transfert de bénéfices, d'où la nécessité d'un contrôle de prix de transfert. Il y a aussi la question des conventions fiscales au cas où la société mère ou la filiale sont dans 2 pays différents. Je pense que c'est juste un commentaire. Je pense que c'est plus un commentaire. Donc, en fait, c'est ce que j'ai déroulé dans ma présentation. À partir du moment où il y a des liens avec une société étrangère, des liens capitalistiques, c'est des liens capitalistiques, pas commerciaux, hein, des liens capitalistiques.
que ce soit avec la maison mère ou des sociétés sœurs, à ce moment-là, il y a notion de prix de transfert et il y a des risques. Alors, ce n'est pas une science, mais c'est encore une fois, c'est la capacité de convaincre. La capacité de convaincre. Alors, on a la possibilité de convaincre par le manuel de prix de transfert s'il est bien fait. À ce moment-là, on a un manuel très, très bien fait. Donc, le contrôleur sait qu'il a affaire à des gens qui sont professionnels, qui ont documenté, qui ont pris la peine d'établir leur prix correctement. Donc là, il est convaincu. Et aussi par le fait que ça soit quelque chose de réel par rapport à ce qui se trouve sur le marché. D'où cette notion de référentiel des prix qui soit conforme au prix de pleine concurrence. Merci beaucoup, c'est Archi. Je vais me permettre aussi de poser une question qui nous vient de Facebook, de Bouchra Gharib, et qui dit quel est l'avancement du projet BEPS, donc l'érosion de base des profits, c'est ça? Oui. Au Maroc, et quel serait l'impact de l'obligation du dépôt de la déclaration pays par pays pour les chefs d'entreprise à partir du 1er janvier 2021? Oui, alors cette déclaration, elle concerne les multinationales qui réalisent des seuils très très importants. Alors nous allons avoir des groupes au Maroc qui pourraient être concernés. Des fois, il faut se méfier parce qu'on peut avoir des petites entreprises qui peuvent être concernées. Mais des grosses entreprises qu'on connaît, hein, qui sont Orange, qui sont Maroc Télécom dans les télécoms, qui sont, je ne sais pas moi, Danone, etc., enfin des L'Oréal, etc. Ce sont des sociétés ou AXA ou d'autres. Celles-ci, elles sont visibles, donc celles-ci seraient concernées. Par contre, nous pouvons avoir une PME au Maroc qui peut être concernée aussi par cette déclaration pays par pays. Pourquoi? Parce que d'où la nécessité de connaître qui est dans la tête de ces entreprises. Est-ce que justement, ce que je vous disais tout à l'heure pour les banques, ça nous a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que certaines petites entreprises au Maroc font partie d'un fonds d'investissement à l'international. Et ce fonds d'investissement brasse tellement un chiffre d'affaires énorme que ça lui fait rentrer dans le critère de la déclaration pays par pays. Merci beaucoup, c'est Rachel. Alors, une autre question, cette fois-ci de M. Mohamed Davis. Pour répondre, alors, je crois que c'est juste un commentaire. Alors, je vais prendre directement une question de Mokhtar Slimani. Est-ce que les prix de transfert pourraient être contestés par certains pays en cas de non-existence de convention de double taxation entre ces pays et le Maroc? Alors, d'abord la convention de non-double imposition, je pense que elle peut interférer, mais dans les pays de transfert, dans le prix de transfert, ce sont des prix entre la maison mère et la filiale. Donc en fait, l'imposition c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on va voir est-ce que l'impôt doit être payé au Maroc ou dans le pays de la maison mère, ça c'est une chose. Mais ce qui va intéresser l'administration fiscale marocaine, c'est est-ce que ce prix qui a été établi rémunère correctement le service ou le bien qui a été vendu au Maroc. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas tellement la convention de non-double imposition. Après, c'est l'application, c'est la conséquence fiscale, c'est autre chose. Je vous remercie, Serge, encore une fois. Alors, j'ai une question de Zoom, ça sera la dernière malheureusement. Donc, avoir un système de comptabilité analytique de haut niveau est-il suffisant pour bien justifier les prix? Oui, absolument. Absolument. Je disais tout à l'heure que le manuel du prix de transfert ne doit pas être un simple descriptif, un simple traitement de texte. Il faut que ça soit vraiment un outil qui est bien documenté, qui est bien établi scientifiquement. Et plus on va rentrer dans une comptabilité analytique, plus on se rapproche de la notion d'exactitude et de justification des prix de transfert. Donc, effectivement, avoir une comptabilité analytique, c'est l'idéal pour pouvoir justifier
les prix de transfert, surtout quand nous avons des produits qui sont assez complexes. Et c'est là que, justement, maintenant, certains clients, quand ils ont un contrôle fiscal, ils disent, bon, de toute façon, il ne faut pas montrer la comptabilité analytique à l'inspecteur, mais de par le fait qu'on est obligé d'être transparent sur le prix de transfert, on est obligé à un moment donné de se justifier et de dire, si nous avons fixé un cost plus, c'est parce que ça nous coûte tant, d'accord, et on ajoute une marge. Et si surtout si nous avons des costs plus différenciés, comme je disais tout à l'heure, par service ou par produit, à ce moment-là, nous devons avoir une comptabilité analytique pour dire tel produit nous coûte tant et on y ajoute telle marge. Et tel autre nous coûte tant et on ajoute telle marge. Donc la comptabilité analytique, effectivement, est un bon atout pour défendre un manuel des prix de transfert. Merci beaucoup, merci infiniment, Sel Arji. Je me permets juste de vous dire qu'il y a suffisamment de questions sur Facebook, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les poser. Si je peux me permettre, bien sûr, de vous demander de bien vouloir faire un petit détour du côté Facebook et d'y répondre, si jamais vous avez le temps. Ce que je ferai, c'est que je collecterai d'abord toutes les questions que vous avez, si vous pouvez me les envoyer. Je passerai sur Facebook, sur LinkedIn pour les gens qui voudront poser des questions, et je pourrai établir je dirais un manuel questions-réponses, hein, puisqu'on est dans les manuels, je le ferai avec plaisir, et je le mettrai à la disposition de toutes les personnes qui nous ont suivis et qui suivront, puisque l'enregistrement sera sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux, et ce sera ce que vous avez dit tout à l'heure pour récompenser les gens qui viennent assister aux conférences du club CDD, c'est de les récompenser avec ce que vous appelez un e-book, hein, et de leur offrir cet e-book. Alors pour la conclusion, donc en fait, je voudrais encore vous remercier, c'est Ashraf Alaoui, remercier Cédric Dref qui fait un excellent travail. Franchement, je lui tire chapeau. Club des dirigeants, c'est le plus dynamique aujourd'hui au Maroc. Et ces gens-là, ce sont des gens qui font beaucoup de bien. Ils sont animés par un élan patriotique. Et honnêtement, je leur tire chapeau. Et surtout qu'ils diffusent toutes nos conférences de manière gratuite. Il faut les encourager en adhérant au club des dirigeants, en payant la cotisation. Je vous assure qu'on l'amortit très, très rapidement parce qu'il y a un retour sur investissement qui se fait, je dirais, à quelques semaines. Le retour sur investissement est atteint. À mon tour de remercier Cédric Drep. Et Cédric Drep, nous avons là un témoignage direct de la part de Sergi. Merci beaucoup, Sergi, d'avoir été parmi nous. Je n'ai pas d'action dans Club Dirigeant. Hein. Je défends comme je le sens. Franchement, Cédric, je le connais depuis 2000, depuis que je me suis installé au Maroc. Et honnêtement, c'est quelqu'un qui est animé par des valeurs humaines très, très fortes. Et on lui doit énormément pour cette animation et pour cet élan de solidarité et de partage. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Sergi. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir éclairé cet après-midi. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous ont suivis depuis Facebook et Zoom que notre conférence est prévue exactement à 18h et qui portera sur l'Agile Smart Strategy, présentation Axes fondamentaux, présentée par M. Omar Ben Aïcha et M. Ahmed Doukili. Donc, restez connectés, restez avec nous. En espérant vous revoir très, très bientôt, Sergi. Inch'Allah, avec plaisir. Merci. Je vous remercie infiniment au nom du club des dirigeants et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup.